Et je trouvais qu'il y avait un parallèle entre l'expérience scientifique et l'expérience poétique. Et donc j'ai un peu mixé les deux avec le personnage de Steller, qui a un rapport au mot, qui essaie de faire coïncider le mot et la chose, mais quand il n'y a pas de mots pour décrire la chose, puisque la chose vient d'être découverte, comment on fait? Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très poétique, il y avait cette idée de rencontre langagière, parce qu'en fait, de la même manière, quand on découvre quelque chose et qu'on essaie de mettre des mots sur une première expérience, c'est toujours toute la difficulté c'est vraiment une vraie expérience poétique, de trouver les mots justes pour décrire une expérience nouvelle. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au sein de la Maison de la Méditation, qui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu, est donc un centre de méditation, transmet la pratique de la méditation. Et nous organisons également de nombreuses rencontres littéraires, des rencontres avec des philosophes, des thérapeutes. Et donc chaque mois, on organise une rencontre littéraire. Et je suis très très heureux ce soir d'accueillir Adèle Rosenfeld. Bienvenue, chère Adèle, dans notre Maison de la Méditation. Je suis tout à fait heureux de vous recevoir ce soir, puisque j'ai beaucoup aimé votre récit, L'extinction des vaches de mer, donc qui a reçu le prix Cazès il y a quelques jours, et qui est sur la sélection finale du prix Alexandre Vialat, et que vous avez publié cette année aux éditions Grasset. Vous avez publié précédemment Les Méduses n'ont pas d'oreilles en 2022, et dans ce récit construit en deux parties, vous nous racontez tout d'abord l'expédition de l'aventurier et scientifique George Wilhelm Steller, qui, dans la mer de Bering, va faire la découverte d'une espèce aujourd'hui disparue, une espèce de mammifère marin, la rhytine de Steller, que l'on surnomme également la vache de mer. Et donc c'est une espèce éteinte, puisque 27 ans après sa découverte, elle va être exterminée par l'être humain, des suites d'un braconnage intensif. La deuxième partie de votre récit, plus intime, plus personnelle, nous plonge dans la vie de votre grand-père et dans les derniers jours de sa vie, et vous tissez un pont entre ces deux récits que nous allons ensemble explorer. À plus d'un titre, L'extinction des vaches de mer est un grand récit, un récit que je n'ai d'ailleurs cessé de recommander autour de moi ces dernières semaines. D'abord parce que c'est le récit d'une époque, le XVIIIe siècle, donc un siècle qui est assez loin de nous, un siècle où les savants pensaient à travers la classification, un siècle imprégné par l'esprit d'encyclopédie. Et vous dites d'ailleurs à un moment dans votre récit, la classification rythmait ses pas au sujet de Steller, et vous nous faites entrer donc dans l'esprit et la complexité de ce personnage qui va à la fois initier l'extermination de ces vaches de mer et en même temps travailler à préserver la mémoire de cet animal disparu. Ensuite, parce que l'extermination des vaches de mer est profondément poignante, elle l'est d'autant plus que Steller, dans ses carnets, nous restitue la grande paix, la douceur de cet animal, sa non-agressivité, son incapacité aussi à se défendre de l'être humain. Il nous décrit eh bien, les jeux amoureux entre les animaux, les relations qui unissent le père, la mère et l'enfant, et là j'emploie les termes de Steller, tout en organisant le massacre de ces animaux. Ce que vous décrivez au fond, c'est l'épopée tragique du massacre de l'espèce la plus vulnérable par l'espèce la plus puissante. Et enfin, la dernière chose, c'est que dans ce parallèle que vous faites entre l'extinction de l'espèce des vaches de mer et le décès de votre grand-père, vous interrogez avec beaucoup de délicatesse le rôle de préservation, de transmission de la littérature, et votre écriture avance sur un équilibre ténu entre une grande précision et un pouvoir d'envoûtement poétique. Mais il est temps pour moi de vous laisser la parole, et j'aimerais commencer par vous poser cette question. Pour commencer, pourriez-vous nous dire
Qui sont les vaches de mer? Comment vous les avez découvertes? Merci beaucoup pour ce joli panorama des deux récits. Et les vaches de mer, donc c'est un animal géant, c'est un des grands mammifères géants du Quaternaire. Donc c'est une espèce éteinte et il y a très peu de spécimens qui sont exposés dans les muséums d'histoire naturelle, mais il y en a. Il y en a un au Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, qui était déjà d'ailleurs dans mon premier roman. Les méduses n'ont pas d'oreilles parce que j'ai eu une espèce d'obsession pour cet animal, d'où le récit de l'extinction des vaches de mer. Et donc cet animal, c'est un animal géant qui fait à peu près entre 9 et 10 mètres de long et qui fait à peu près 10 tonnes. Donc c'est un animal qui est vraiment monstrueux, qui est en fait le cousin du dugong ou du lamantin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on veut... il y a toute une campagne et même de l'argent qui est investi et des expériences qui sont faites pour essayer de dééteindre l'animal. Donc à partir du dugong qui est son cousin. Ça fait l'objet de quelques analyses dans la deuxième partie, parce que je me suis aussi intéressée au fait que cet animal est visé dans un projet de déextinction des espèces. Donc il y a le mammouth laineux, la vache de mer qui en fait partie, et c'est que des espèces extraordinaires. Et la vache de mer, c'est un animal extraordinaire aussi, parce c'est lui qui a donné son nom à la classification des Siréniens. En fait, on suppose que la vache de mer, c'est vraiment la vache de mer qui a donné le mythe de la sirène. Parce qu'en fait, c'est un animal qui est très rond et surtout qui a la particularité de quand elle allaite, comme ses tétons sont au même niveau que la poitrine d'une femme en fait, et donc elle se retrouve vraiment avec un buste presque féminin. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une tête de phoque, mais une tête de phoque, ça a quand même des proportions un peu humaines. Et donc la vache de mer a quelque chose d'un peu humain. Et en la voyant pour la première fois le squelette au Muséum d'histoire naturelle de Paris, j'ai vraiment été frappée un peu par cette impression d'humanité, de quelque chose qui nous ressemblait. Voilà, la rondeur de l'arche de ses côtes, son squelette du visage ressemblait un petit peu pour moi à un masque de commedia dell'arte, quelque chose de très expressif. Et puis il y avait ce petit panneau qui précisait que c'était seulement en 27 ans donc, que l'espèce avait été exterminée et éteinte à partir du moment où elle a été découverte. C'est un record d'extermination par l'homme. Donc c'est comme ça que toutes ces informations-là ont déclenché chez moi une vraie envie de me plonger dans l'univers de cet animal, en savoir plus sur cet animal, parce que tout était déjà complètement romanesque et frappait déjà mon imaginaire à ce moment-là. La grandeur de cet animal, le fait que ça appartienne aux Siréniens, et donc que ce soit à l'origine du mythe de la sirène. Et donc vous parlez effectivement de son aspect humain, mais en effet, si on lit donc les carnets de Steller, puisqu'en fait vous citez beaucoup Steller dans votre livre, lui-même anthropomorphise beaucoup l'animal, puisqu'en fait il lui prête des traits humains, des relations vraiment humaines finalement entre les parents, les enfants. Il utilise d'ailleurs ces termes pour désigner l'animal. Et si on revient un petit peu sur la manière dont cet animal a été découvert, est-ce que vous pourriez revenir sur, en fait, dans les recherches que vous avez faites, donc c'est Steller, donc cet aventurier, qui va arriver à border sur l'île de Bering et là donc découvrir l'animal. Oui. Donc Steller était embarqué dans une expédition de plusieurs années aux côtés de Vitus Bering, donc, qui avait pour mission d'explorer tous les territoires de la Sibérie, et surtout pour savoir si la grande question était de savoir si le continent américain était relié au continent de la Russie, et si les deux se touchaient, s'il y avait un détroit, s'il y avait un isthme, un détroit, ou au contraire si c'était des terres séparées. Donc il s'agissait de cartographier vraiment
toute cette partie-là du territoire qui était encore complètement vierge, blanc sur les cartes, et aussi de faire un catalogue de toutes les espèces et toute la flore aussi qui peuplait, entre guillemets, tout ce territoire. Donc il y a vraiment eu il était embarqué dans une expédition qui était colossale et qui représentait aussi un moment une époque où il s'agissait d'une grande compétition entre les pays européens pour cartographier les terres, pour cataloguer les espèces. Et donc c'est vraiment sur ce bateau-là, sur cette expédition-là, qu'il est embarqué, Steller, quand ils font naufrage sur une île où ils se posent la question de savoir si c'est une île, s'ils sont arrivés en Russie, s'ils sont au contraire en Amérique. Ils ne le savent pas encore, mais ils débarquent sur cette île et doivent essayer de débusquer tous les indices pour connaître la terre sur laquelle ils sont. Et en fait, il se trouve qu'ils sont sur une île, donc, qui donnera le nom de l'île de Bering, parce que le capitaine y est enterré. Donc très vite, le capitaine meurt, il se retrouve là, sur cette île. C'est une scène assez étonnante d'ailleurs, en fait. C'est-à-dire que vous décrivez le capitaine qui arrive sur l'île et qui s'enterre lui-même, en fait, en arrivant. Oui, alors ça, c'est parce que je me suis beaucoup amusée. Parce que en fait c'est une petite anecdote, mais j'ai poussé le curseur de l'anecdote. Oui, le capitaine, quand il arrive, en fait il était délirant, on ne sait pas bien ce qu'il a eu. Il se trouve que ce n'était pas le scorbut, mais il était très malade, très affaibli et délirant, et très mélancolique. Et il a eu froid et il a décidé de commencer à s'enterrer dans le sable pour garder un peu de chaleur. Mais moi, j'ai poussé le curseur plus loin et j'ai imaginé que carrément, il s'enterrait lui-même, clairement, comme ça, il disait c'est la fin, c'est bon, je m'enterre moi-même. Et bon, après, ça fait l'objet d'une moquerie de la part de Steller et de l'équipage qui se disent, une fois qu'il est mort, bon, bah, il fait tout pour croire qu'il veut nous aider en s'enterrant lui-même pour nous faciliter la tâche, alors qu'en fait non, ça ne nous facilite pas la tâche parce qu'on ne peut pas le laisser dans une terre comme du sable, il faut l'enterrer vraiment sur une vraie terre, donc il faut le déterrer, finalement c'est pire que tout, il faut le déterrer, ensuite le réenterrer, en fait il ne nous facilite pas la tâche. Bon, donc je me suis un peu amusée aussi, enfin, voilà. Donc il y a des choses qui sont réelles, que j'ai pu débusquer, puis après moi j'ai fait mon petit chemin de romancière avec les éléments, et là ça en fait partie. Donc c'est un petit détail que moi j'ai forcé. Mais pour en revenir donc, à cette expédition, donc, il découvre sur cette île, il y a effectivement, c'est le dernier endroit où il y a la colonie des vaches de mer. Il y a à ce moment-là 3000 spécimens, à peu près, enfin, c'est ce que la science a pu dire plus tard. Mais en tout cas, c'est le dernier endroit où les vaches de mer sont là. Parce que leurs cousins, en fait, ne sont pas aussi massives que cette branche-là de l'espèce, qui a une épaisse couche de graisse et qui ne peut que s'installer dans ces îles qui ont des baies peu profondes. Parce qu'en fait, ce n'est pas un animal qui plonge sous l'eau. Donc en fait, c'est un animal qui respire à la surface et qui vient ensuite brouter au fond de l'eau. Mais c'est par le poids de ses côtes qu'elle s'immerge, c'est pas du tout en plongeant. C'est un animal très singulier qui n'est pas amphibie, qui respire vraiment à l'air. Et donc ça en fait un animal très singulier qui reste donc plutôt au bord du rivage, et puis après qui va s'éloigner, mais qui va revenir vers le bord. Et donc c'est des caractéristiques qui ne peuvent aller dans nul autre espace. Donc c'est vraiment un animal très particulier, donc qui est géant du coup, et il ne peut pas aller ailleurs que sur d'autres îles, ça n'est pas possible. Et c'est vraiment une couverture de graisse pour des climats très très froids. Et donc cet équipage arrive, ils sont tous exténués, affamés, donc il y a cette première scène de rencontre entre Steller et un animal, une vache de mer qui sort de l'eau, qui le regarde. Et donc il y a une fascination
à la fois scientifique et esthétique aussi de Steller, qui est un personnage assez complexe sur lequel on reviendra. Mais peut-être que vous pourriez nous lire cette scène. C'est peut-être le moment donc, de découverte, de première rencontre entre Steller et l'animal. Bien sûr, oui. Avec plaisir. Tiens. Les nuages s'étaient essorés et ne formaient plus qu'un mince ourlet vaporeux au-dessus de la mer. Quand une impulsion électrique traversa le ciel, la sensation d'un danger, un changement brutal qui alerta Steller. Une masse sombre couvrit les flots, lui fit d'abord penser à une zone d'algues brunes, mais cette masse persista, jusqu'à ce qu'émergeassent d'autres collines au-dessus des flots bariolés d'écume, puis une silhouette jaillissant qui émit un bruit de choc d'air, de chair et d'eau, comme si quelque part, des draps mouillés étaient étendus dans une plaine, le linge claquant dans le vent, et la masse brune replongea, et une autre plus loin apparut. On entendit de nouveau le même bruit, et ce fut tout un peuple, une concentration vallonnée, qui souffla bruyamment. Des animaux marins géants s'avancèrent vers le rivage, un troupeau, face auquel les hommes semblaient si frêles, comme des branchages face à un brasier. Frêles et inutiles, pensa Steller, angoissé par le nombre et la carrure immense des animaux. Sa vue d'homme fut incapable d'évaluer, dans le kaléidoscope formé par les vagues et les changements de lumière, où commençait et où finissait l'animal, puis le troupeau tout entier. Il lui sembla alors que la mer n'était plus cette masse mouvante, liquide, mais un mur aux multiples rainures tranchantes contre lesquelles les hommes se fracasseraient. C'était la colonie d'un animal marin, jusque-là inconnu, qui apparaissait pour la première fois. La croyance dans la survie de l'espèce vacilla. Son corps ligneux lui sembla si maigre, sa chair blanche si fragile, ectoplasmique, et les autres, à peine des persistances rétiniennes devant cette grande coulée d'opulence. Les animaux, dont il apercevait seulement la rondeur de l'immense dos, formaient des îlots qui encerclaient la rive et dont les respirations bruyantes résonnaient sur la crique, comme dans une conque. Steller eut l'étrange sensation que lui et l'équipage, massés devant le spectacle, étaient à l'intérieur de cette conque, qu'ils étaient possédés par l'animal. Il lui apparaissait plus clairement que des têtes émergeaient, qui se dégageaient distinctement d'un long et puissant corps de plusieurs mètres, des têtes larges, au museau proéminent, un nez imposant comme une bouche, ou une bouche comme un nez, et qu'elles respiraient bruyamment, presque en même temps. Et leur respiration était obscène, elle n'était entravée de rien, et semblait presque se répondre comme un jeu, que Steller percevait comme un affront dans la fusillade du froid. Il entendit la voix de Yushin à ses côtés, mais il ne pouvait écouter. Sa voix faible était incapable de percer dans le grand vacarme des expirations, et le regard de Steller restait accroché à ses bouches bruyantes, à ses longs corps. Il était tout entier occupé à fouiller dans l'écume et les flots pour saisir les formes, à lutter contre la ronde des couleurs de la mer, émeraude, gris, marron, glauque, et tenter de saisir ce qu'il avait interprété comme une queue en forme de demi-lune. Un spécimen se détacha d'un îlot dont le dos semblait plus étroit et plus clair que les autres, et s'approcha de la rive, le corps à moitié immergé. Steller put enfin voir clairement son anatomie, cette longue ligne courbe, parfaitement arrondie, à la peau soyeuse dans laquelle se reflétait la lumière. Puis l'animal se déporta légèrement de profil, de sorte qu'il montra à présent son flanc orné de taches claires qui conféraient à l'animal une singularité. Une tache de naissance ou un grain de beauté sur un visage. Une préciosité que la ligne courbe contenait comme de l'émail dans un écrin. Et cette préciosité était insupportable, renforçait l'obscénité de la pose lascive. Steller réprima une première envie de frapper l'animal,
Puis quand celui-ci laissa apparaître de membres comme deux grandes nageoires bilobées qui battaient doucement les flots, semblaient jouer, semblaient saluer, Steller voulut ordonner à Yushin de frapper l'animal avec la crosse d'un fusil. Mais l'animal tourna sa gueule et posa sur Steller ses deux minuscules yeux latéraux, deux petites cavités noires dans lesquelles rayonnait une servilité délicieuse et un frisson de révolte. Steller se sentit vulnérable, un corps sans gravité. Il entendait le vent jouer avec ses os, à les faire claquer comme des feuilles de peuplier. Sa musculature s'évaporait dans les nuages. Il ne restait que la faim nauséeuse qui broyait ses viscères. Quelle folie d'éprouver ça, comme si si petits yeux pouvaient voir. Ce n'est qu'une chair à abattre. Merci beaucoup pour cette lecture. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que le geste quasi inaugural de l'homme, c'est vraiment de frapper. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec une altérité que ne supporte pas Steller, ne supporte pas en fait de savoir que peut-être l'animal sent quelque chose, et donc tout de suite, il va demander à son adjuvant de le frapper en fait. Et donc ça annonce l'extermination à venir. Mmh. Oui, c'est ça. Et c'est aussi la dualité. Il ne supporte pas aussi la dualité qu'il éprouve vis-à-vis de l'animal. C'est-à-dire que toutes ces descriptions de l'animal viennent de lui. Et il voit dans l'animal une certaine sensualité, et c'est ça aussi qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas l'autre, mais l'autre dans aussi sa propre perception qu'il a de l'autre, et qui est dérangeante. Un homme ne devrait pas éprouver ça pour un animal. Et donc il y a ce double mouvement d'imaginer que l'autre peut ressentir quelque chose, un animal puisse ressentir quelque chose, être un être à part entière, qui est au-dessus de lui en quelque sorte, et aussi ce qu'il éprouve pour cet animal le dérange aussi. Puisqu'en effet, en fait, on vit dans un paradigme au XVIIIe siècle qui est celui un peu de l'animal-machine, qui est régi mécaniquement, mais qui n'est pas doué de sensibilité en fait. Oui, il y a tout à fait cette dimension-là. On est vraiment à cheval entre cette science empirique et en même temps déjà, il y a des grandes idées directrices qui s'imposent au XVIIIe siècle, dont l'animal, dont la mécanique du corps et les animaux, comme les enfants, sont considérés comme des êtres machines, des mécaniques qui ne ressentent pas la douleur en particulier. Et ce qui est très, donc si on revient sur l'extermination progressive de cette espèce, ce qui est très poignant, c'est qu'en fait, donc c'est un animal qui est complètement pacifique, sans défense en fait, qui ne sait pas répondre à l'agressivité. Et cette absence de réponse ne fait que redoubler la pulsion de violence des êtres humains en fait. Il y a une scène qui est complètement frappante en fait, où vous montrez que les êtres humains sont, l'équipage est presque déstabilisé de voir que les animaux se laissent tuer en fait. Et donc ils vont les agresser et les taillader et les exterminer avec d'autant plus de violence en fait. Oui, j'ai décrit effectivement cette scène-là où la placidité de l'animal est absolument effectivement intolérable. Et c'est du jamais vu, du jamais ressenti. Comment on pourrait battre un animal et qu'il ne réponde pas est absolument terrible, et ce qui déclenche soit chez certains de l'équipage une sidération qui les empêche d'agir, soit une extrême violence, on fait redoubler chez certains une extrême violence, et tout ça ne se dit pas, enfin, ça divise l'équipage, mais donc il y a ou bien une sidération terrible, soit une extrême violence, et cette sidération ensuite n'est qu'un état latent pour déclencher une nouvelle violence, parce que après tout l'équipage au contact de cet animal va éprouver effectivement une violence redoublée. Et il y a quand même un moment où il y a comme la naissance d'un trouble chez Steller, c'est-à-dire que donc Steller arrive, met en place des cours, puisqu'en fait il veut que son équipage connaisse un petit peu cet animal, etc. Donc il l'étudie de près, donc vous décrivez la manière dont Steller observe scientifiquement, prend des notes, etc. Donc
le diamètre de l'intestin, des organes, etc. Vraiment, en savant du XVIIIe siècle, vraiment, il essaye de classifier l'espèce. Et peut-être vous pouvez d'ailleurs nous la raconter, cette scène du cours, et donc en fonction de l'attention des élèves, il y a des gratifications plus ou moins importantes. Oui, alors le Steller, pour revenir un petit peu d'où il vient, il est le fils d'un chantre luthérien qui donnait des enseignements. Et quand il se retrouve sur l'île et face à cet animal, donc il jubile d'avoir enfin un animal à qui il peut donner son nom, et donc c'est la découverte qui va le propulser au rang de scientifique respectable. Donc là, il reprend de la lance, et ce qu'il fait tenir sur l'île. Et aussi, tout d'un coup, il se dit, mais il mange cet animal qui va nous permettre de survivre, on va pouvoir le manger, et tout le monde va s'en sortir grâce à cet animal. Mais il y a aussi l'idée qu'il veut être le garant de la connaissance. Et donc, il veut donner un cours, à la fois parce qu'il a vu son père le faire, et tout d'un coup, il y a l'idée aussi d'une certaine forme de transmission, de réinvention de soi sur cette île. Et donc, sur cette île, il va reprendre ce qu'il a. Il y a tout d'un coup la figure paternelle, parce qu'au contact de cet animal, sur cette île, il y a aussi toute la mémoire d'où il vient, et il s'accomplit, et il est obligé de retracer un petit peu son accomplissement passe aussi par un accomplissement de savoir d'où il vient. Et donc il prend un peu une figure paternelle, sa figure paternelle, en voulant donner un cours justement auprès de l'équipage pour décrire quel est cet animal, parce qu'il se dit ok, il mange cet animal, mais il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il mange et qui est cet animal, et qu'il ne soit pas que des bêtes. Il faut qu'ils soient aussi des êtres pleins de connaissances. Et donc je vais les instruire. Et sauf que comme je voulais un peu m'amuser sur la question de la classe, et donc dans la classe il y a toujours ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas, et l'idée de la punition, et l'idée que lui il considère, il remet en pratique cette espèce d'esprit de la classe où on va remercier ceux qui écoutent, ceux qui ont une réelle écoute en ayant les meilleurs morceaux de la vache de mer, et ceux qui n'écoutent pas auront les morceaux les plus ingrats à manger, pour aussi asseoir son pouvoir. C'est aussi, et le pouvoir passe par la connaissance, l'écoute, et donc il y a cette scène de classe où il distribue les morceaux en fonction de l'écoute des uns et des autres, de l'attention. Et en sortant de cette classe, les étudiants qui ont eu les morceaux les moins nobles sont complètement affamés et voient une vache de mer sur le rivage et se précipitent sur elle et la tailladent et vraiment l'exterminent. Et là, donc, il y a cette scène où on sent que Steller ressent une espèce de trouble. Il sent qu'il y a un truc qui déconne, qui ne va pas, que c'est pas digne. Il y a un mélange de honte et de pitié et d'indignité, en fait. Et donc, comme la naissance d'un trouble, d'un sentiment que peut-être, en fait, l'animal ressent quelque chose. Que l'animal ressent quelque chose, mais aussi que les hommes, que tout d'un coup ça s'inverse, et finalement que les hommes sont vraiment des bêtes, et que l'animal, lui, est en fait finalement la chose à préserver. Hein. Tout d'un coup, il y a aussi ce moment du trouble, il est aussi dans une espèce d'inversion un peu de son propre rapport à l'animal, mais aussi aux hommes. Peut-être que vous pourriez nous lire le deuxième extrait dont on parlait, oui. Celui où l'animal attend sur la berge. Celui-là, il faut que je le retrouve. Ou bien... Parce que sinon, c'était 53. Oui, très bien. Steller accéléra le plan pour que tout fût prêt dans les jours qui viendraient. Avec Yushi, ils réfléchirent aux moyens de capturer un si gros animal. Ils se remémorèrent les récits de chasse de la baleine.
tirer au harpon avec un flotteur, suivre l'animal avec une embarcation légère et le retrouver fatigué pour l'achever quelques milles plus loin. Ils ne soufflèrent mot de tous les échecs et les drames qu'ils avaient entendus. Mais en préparant la liste de ceux qu'ils pensaient recruter sur l'embarcation, il était clair qu'ils imaginaient que ça pouvait mal tourner. Leur lenteur, affirma Yushin, est notre atout. La marée montante lui parut si longue à venir. Les vagues léchaient le sable. La ligne de l'avancée de la mer sur la baie paraissait figée, immobile, à peine des débords sur les marques précédentes. Une vague montait sur une autre, chevauchant une première houle, crachant l'écume, pour revenir en elle, dans un petit tourbillon parfois, comme si la mer avait un visage, un trou nasal par lequel elle aspirait et expirait cette immense onde. Le passage d'un nuage ou d'une masse noire vint assombrir l'océan. Il ne fut pas bien sûr de ce que c'était. Les changements étaient si rapides et spectaculaires. Il douta que l'animal fût de retour, ou alors, il serait encore plus grand qu'il ne l'avait quitté. Il vit ses naseaux absorber toute la mer et la recracher. Les cavités dans lesquelles s'engouffrait le reflux se déplaçaient, à quelques mètres d'intervalle. Il se sentit figé par ces cavités. La prochaine inspiration, il serait siphonné, pensa-t-il, par la narine vivante. Yushin le poussa violemment en arrière, la lumière revint, la mer redevint verte. Yushin avait cet écarquillement des yeux quand il comprenait quelque chose, des yeux ronds, un tressaillement des cils, puis ce regard en fente, comme celui d'un serpent. Et en percevant le trouble de Steller, ce vacillement lié à la capture de l'animal, il comprit que le lien qui l'unissait aux naturalistes et zoologistes n'était pas de l'amitié, ni cette sorte de sentiment filial qui se forgeait avec les années parfois, ni même une complicité. Ils ne parlaient pas la même langue, et ce mélange de russe et de dialecte sibérien d'où ils venaient formait une matière tourbeuse aux saveurs inégales. Le mot claqua dans son esprit quand il se le formula, une responsabilité. Et de loin, les vagues apportèrent les animaux. Ils émergèrent comme des volcans sous l'océan, un magma de bulles et de matière sombre. Ils s'approchèrent en grappes. Du rivage, on distinguait des petits groupes de tailles variées. Des trios avancèrent vers la rive, mais dès qu'une ligne se profilait, elle se brisait dans le modelé de l'un des trois. Un autre le couvrait, passait devant, puis ondoyait à la surface, en se laissant porter par l'eau, et un autre le dépassait. Ils recommencèrent le mouvement, brouillant la vue. Il fallait partir d'un repère pour ne pas se perdre dans la colonie, dans ces corps emboîtés. Comme une constellation, il fallait relier les points de lumière, ne pas se laisser prendre par le mouvement des autres animaux, de la mer et de la lumière. Les bêtes jouaient avec les éléments, comme s'il se fût agi de bosquets, de miroirs et de tissus dans une immense plaine. Un spécimen se détacha. L'un des trois quitta le jeu sous l'eau, s'avança vers le rivage, puis une gueule apparut, de face, avant même que Steller eût pu distinguer les traits, en attraper le contour. Sa poitrine fourmilla de chaleur. Ses organes gonflèrent et une pression tendit sa cage thoracique. Il put presque sentir des grelots teintés entre ses poumons. À l'intérieur de lui, quelque chose courut vers ce qu'il avait reconnu. Une image ancestrale sans forme le traversa. Ce qu'il percevait, c'était le familier. L'assurance d'être à l'abri, enfin à la maison. Ses trous dans l'estomac, la brûlure et les spasmes se dissolvèrent dans une caresse. Le visage en face de lui, rond comme un caillou poli par la mer, parut si petit dans le grand corps moulé à la manière d'une mangue géante. Il avança vers le rivage, des longs poils sur les lèvres aussi épais que l'axe d'une plume de pigeon, griffant l'eau, formaient sur la mer de longues stries. Un alphabet magique, pensa Steller. Et la lumière habilla de sequins les naseaux bovins de l'animal. La mer était d'un gros costume fait de voiles plus ou moins fins, avec lequel celui-ci jouait, se dérobant à la vue, puis réapparaissant quelques mètres plus loin, tournant son corps dans un sens, puis dans un autre. L'animal s'approcha de Steller, une ombre de 30 pieds qui s'immobilisa.
Les deux petits yeux doux partageaient la même ligne d'horizon que le regard brûlant de Steller. La bête se figea et tourna la tête, lentement, au ralenti. Le zoologue retint sa respiration, tandis que l'animal offrit son profil avec une lenteur maniérée, comme s'il ne l'avait pas vu, feignait de l'ignorer. Cette lourde coquetterie l'émoustilla autant que la nudité d'une femme. La tête se mouvait comme si elle était montée sur un coup. Aucun animal marin n'est capable d'un tel mouvement, ni baleine, ni poisson. Seulement les légendes de femmes à queue de poisson, les sirènes, remarquablement laides, que Steller a découvertes dans les notes de Christophe Colomb, qui les décrivait ainsi. 3 sirènes, le corps à moitié hors de l'eau, qui semblaient s'embrasser. Ni Steller ni l'animal ne virent les harponneurs mouiller l'embarcation et approcher de l'autre côté de troupeau. Ils avaient ramé sans bruit, les pales à fleur d'eau, caressant la surface noire de la mer. La peur devant les énormes masses ravaudant leur chair déjà plumée par le froid et l'humidité précipita les gestes. Ils tirèrent, tous en même temps, dans un fracas d'écume, tandis que Steller tendit sa main vers la bête, pensant pouvoir toucher le museau. Mais ce corps ventru de plusieurs mètres se déporta pour jouer, offrant au harpon sa partie la plus tendre, là où se nichaient ses tétons. Ce qui est très beau, je trouve, c'est que vous, en fait, vous rentrez vraiment dans l'univers psychique de Steller, c'est-à-dire vraiment dans sa manière de voir le monde, sans poser aucun jugement moral en fait sur ce personnage qui va quand même être à l'origine de l'extermination de ces vaches de mer, mais en fait qui n'est pas capable de les considérer comme des êtres sensibles. En fait, c'est une sorte de point aveugle chez lui, quoi. Oui, c'est un point aveugle chez lui. Il a du mal à les considérer comme des êtres sensibles et en même temps, il est complètement pris par ce phénomène d'érotisation presque de l'animal. C'est sa relation lui-même à l'animal qui est complètement troublée et il est complètement embarqué dans cette espèce de relation qui se déploie de plus en plus, ce regard qui le décrit comme presque une famille idéale, alors qu'en même temps, il va commettre en même temps de plus en plus d'expériences extrêmement cruelles pour cet animal. Donc il a ces doubles mouvements qui vont aller croissant tout du long du texte. Et alors, tout comme Steller va progressivement développer une obsession scientifique pour l'animal, vous allez vous-même développer cette obsession, et donc c'est le thème de la deuxième partie de votre récit qui est plus courte, qui fait 30-40 pages, et donc qui commence par cette phrase « Sait-on comment une image se forme et une obsession vous prend ?» Et vous remontez le fil de cette obsession, et ce fil vous amène à la figure de votre grand-père. Et donc là, on fait une sorte de saut qui peut surprendre le lecteur, mais qui est, j'imagine, voulu. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous dire qui était votre grand-père et pourquoi avoir choisi d'intercaler, à la suite de cette description des vaches de mer, cet épisode qui retrace les derniers jours de votre grand-père? Alors, c'est pas. Enfin, il y a plusieurs choses dans la question, mais en tout cas, oui, c'est vraiment un livre de l'obsession. Et donc, il y a l'obsession pour la vache de mer, qui tout au long de l'écriture, était en permanence heurtée par la question de savoir mais pourquoi j'écris, pourquoi suis-je obsédée par ce sujet, pourquoi suis-je obsédée par les vaches de mer, qu'est-ce qui, dans cette histoire, a raison d'une telle obsession, pourquoi ça ne me lâche pas, qu'est-ce que ça veut dire. Et j'avais le sentiment que pour continuer d'écrire ce texte-là, il me fallait répondre à ces questions. De quoi je parle quand je parle de ce sujet, qu'est-ce qui me relie, moi, à ce sujet des vaches de mer. Et donc, j'ai eu des intuitions, et puis je les ai creusées, ces intuitions. Mais on va dire qu'il y a eu un événement fondamental qui m'a un peu propulsée dans l'écriture de la deuxième partie. C'est que donc je suis partie aux États-Unis pour la promotion du premier roman, qui Les Méduses n'ont pas d'oreilles. Et aux États-Unis, il y a au Harvard Museum of Natural History, il y a aussi un spécimen de la vache de mer qui est exposé. Donc j'y suis allée, forcément. Et donc je suis allée et j'ai rencontré un chercheur. J'avais pris contact avec un chercheur qui s'occupe de toute la galerie des mammifères.
Et donc, je l'avais rencontré et il m'a fait entrer dans les coulisses un peu du laboratoire. Et donc là, il y a des squelettes, parce qu'à chaque fois, pour récupérer un spécimen, en fait, ce n'est pas un spécimen, c'est plein de pièces de différents animaux qui sont rassemblées. Et il m'a donné dans la main un morceau d'os de vache de mer, des côtes. Et c'est extrêmement lourd, un os de côte de vache de mer, parce que c'est vraiment par ces os de ces côtes qu'elle s'immerge au fond de l'eau pour brouter. Et en fait, le contact avec cet os dans ce laboratoire au Muséum d'histoire naturelle à l'autre bout de l'Atlantique m'a complètement m'a renvoyé très intuitivement à toute une histoire familiale qui me précédait et qui venait pour moi se loger dans ce contact avec l'os. La matérialité de l'os m'avait renvoyé vraiment à la matérialité de cette histoire-là. Bon. C'est vraiment un nœud métaphorique, mais c'est comme ça que ça s'est construit. Et donc, ça m'a renvoyé très précisément au fait que mon grand-père me parlait beaucoup, beaucoup des vaches de terre, cette fois-ci, parce qu'il avait été caché dans une ferme pendant la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale. Il avait été caché en tant qu'enfant juif dans une ferme avec des vaches. Et au contact de ces vaches, c'était vraiment une famille de substitution, les fermiers et les vaches. Et il a complètement... il s'est réinventé une vie au travers de cette expérience d'enfant caché auprès des vaches, de fermiers. Donc il s'est mis à parler que le patois, il parlait plus le yiddish, il parlait plus le français, il parlait que le patois. Et quand ses parents sont venus le chercher après la guerre, il n'a pas voulu partir avec eux. Il voulait se faire adopter par les fermiers. Ce qui ne s'est pas produit. Il a dû repartir avec ses parents et quelque chose s'est vraiment brisé. À partir de ce moment-là, il n'a jamais... le lien avec ses parents, il n'a jamais retrouvé un lien avec ses parents après ça. Et voilà. Et donc... et il n'a absolument pas voulu transmettre cette judéité. Dans cette famille, il y a vraiment une volonté de ne pas du tout transmettre cette judéité. Et cette histoire-là, l'histoire de ce que chacun a pu traverser pendant la guerre, et souvent a été très tue, comme souvent dans ces familles-là. Et donc il y avait pour moi quelque chose de très intéressant à creuser, parce qu'aux États-Unis, j'ai revu une partie de ces gens qui avaient connu mes grands-parents. Donc il y a eu, en tout cas, autour de cette obsession-là, j'ai compris qu'il y avait tous ces liens-là qui pouvaient se tisser. Surtout que moi, j'interrogeais parce que donc, je suis malentendante et je perdais de l'audition. Et au même moment, mon grand-père perdait la mémoire. Et il y avait une espèce de dialogue de sourds un peu incroyable entre sa perte de sa mémoire et moi, mes difficultés à entendre. Et avec des bandes, parce que j'avais enregistré mes grands-parents il y a très longtemps quand j'étais jeune, mais je n'entendais plus ces bandes. Enfin, il y avait toute une espèce d'histoire de malentendus et de trous. Et donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose donc, dans ces vaches de mer qui sont des vaches, et c'est les vaches de terre, quelque chose qui se faisait écho. Et donc, j'ai tenté, donc, dans cette deuxième partie, qui a un bond effectivement dans le temps, de relier ces fils, parce que je comprenais que ça se touchait à certains endroits. Et c'est comme ça que l'obsession, en allant jusqu'au bout de ces deux récits, pouvait... Enfin, j'étais arrivée au bout d'une aventure, en quelque sorte, avec ces deux récits-là. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que finalement le pont apparaît progressivement en tant que lecteur, c'est-à-dire qu'au début on est un petit peu décontenancé, mais ça participe, je trouve, de la force du livre. Et puis on comprend tout à fait que le lien, en effet, c'est cette dimension de disparition, et peut-être la question que vous soulevez en dessous, c'est-à-dire que peut la littérature face à
ce sentiment de la disparition, ce sentiment de l'effacement des choses, en fait, et c'est finalement un peu la méditation, la question qui parcourt tout votre récit. J'aimerais juste terminer avant de laisser la parole au public, puisque l'heure tourne, par une petite question sur votre rapport à l'écriture. Parce qu'il y a des pages qui m'ont vraiment, vraiment marqué sur le rapport à l'écriture de Steller, qui est un rapport très physique, très organique aux mots, en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il a besoin d'être traversé physiquement par le mot, en fait. Et je voulais savoir si vous pouviez revenir sur ce rapport physique au mot et si c'était aussi le rapport que vous entreteniez à la langue. Oui, c'est exactement ça. C'est aussi un livre qui est une aventure langagière, parce que, en fait, en prenant le personnage de Steller, qui est un esthète, mais qui est un scientifique, il y a vraiment ce rapport extrêmement existentiel au mot, et justement, et à la coïncidence entre le mot et la chose, parce qu'il s'agit vraiment, dans l'expérience scientifique, en tout cas, dans la... oui, c'est ça, l'expérience scientifique, d'accoler le mot à la chose et de lui donner son nom déjà à la chose, mais aussi de la décrire au plus près de ce que la chose est. Et pour moi, il y avait quelque chose, un parallèle avec l'expérience poétique. C'est-à-dire que l'expérience poétique, c'est de la même manière, il s'agit de décrire un phénomène, un paysage, un phénomène, une émotion, et d'essayer de la rendre compte de la façon la plus précise, avec des images les plus singulières, les plus frappantes, pour essayer d'encapsuler cette expérience, en quelque sorte. Et je trouvais qu'il y avait un parallèle entre l'expérience scientifique et l'expérience poétique. Et donc j'ai un peu mixé les deux avec le personnage de Steller, qui a un rapport au mot, qui essaie de faire coïncider le mot et la chose, mais quand il n'y a pas de mots pour décrire la chose, puisque la chose vient d'être découverte, comment on fait? Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très poétique. Il y avait cette idée de rencontre langagière, parce qu'en fait, de la même manière, quand on découvre quelque chose et qu'on essaie de mettre des mots sur une première expérience, c'est toujours toute la difficulté c'est vraiment une vraie expérience poétique, de trouver les mots justes pour décrire une expérience nouvelle. Et donc, pour moi, c'est intrinsèquement lié. Et il y a aussi ce plaisir aussi du mot dans la bouche, qui est très primaire, hein, enfin, c'est très physique, qui est aussi le mien, mais comme beaucoup d'écrivains, enfin, c'est cette espèce de matérialité de la langue qui est sensorielle, et qui, pour moi aussi, en tant que malentendante, c'est vrai qu'il y a ce rapport au mot, de le sentir dans la gorge, très guttural, mais même chez l'autre. Bon, ça, c'est un stade d'intimité, hein, je ne vais pas toucher la gorge de n'importe qui, mais en tout cas, c'est l'idée que pour se repérer, il y a aussi besoin de sentir un peu les vibrations, le langage, enfin, faire vibrer, quoi, et que... voilà. Et donc, il y a toutes et donc c'est pour ça que le personnage de Steller aussi, à un moment, a besoin de sentir sans les mots. Je lui fais éprouver les mots dans la bouche. Par exemple, le mot berry, il le ressent dans la bouche, et je décris cette sensation-là. Pareil pour les mots de tous les fruits qu'il ne peut pas manger. Donc voilà, le pamplemousse, l'orange, tous les fruits qui lui manquent. Et le fait de les sentir pour se faire saliver. Après, c'est un peu Peter Pan aussi, ce banquet des enfants perdus qui se retrouvent à décrire ce qu'ils mangent pour essayer de reproduire une mastication par le langage. C'est un peu la même expérience de Steller avec les mots des fruits. Voilà, donc il y a vraiment cette expérience-là que je voulais aussi convoquer dans le texte et tenter de décrire. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup, beaucoup. Et si vous voulez prendre la parole pour poser des questions, des remarques, ou des témoignages, ou toute autre chose, vous êtes les bienvenus.
Merci à tous les deux pour cette conversation. Vous aviez évoqué l'extermination en 27 ans, c'est ça? En 27 ans? 27 ans. Ça a pris? Il a été exterminé en 27 ans, oui. Et là, vous avez très bien décrit la rencontre, si je peux dire, j'utilise ce mot, entre Steller et le troupeau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur le processus d'extermination ensuite? Et j'ai notamment une question assez précise, c'est est-ce que vous avez connaissance de si les individus en question avaient eux-mêmes conscience qu'ils étaient en train d'exterminer l'espèce? Alors c'est très... effectivement, c'est des questions pas simples parce qu'on n'a pas beaucoup de documents sur la question, notamment sur les vaches de mer. Enfin, on n'a pas beaucoup de documents sur toute cette phase de braconnage. On le sait parce que on a su... En fait, on l'a su plutôt par tous les trafics. En fait, la vache de mer, c'est le dommage collatéral de toute la compétition pour avoir des peaux de loutre. Les peaux de loutre étaient extrêmement chères, se vendaient très bien. C'était voilà, le commerce tournait autour de ça. Et comme ils avaient eu connaissance qu'il y avait la vache de mer qui était un animal qui fournissait de la graisse délicieuse à boire, mais aussi de la graisse qui pouvait servir à faire de la lumière. C'était un combustible pour la lumière et qui est inodore. Donc il y avait une double fonction à la graisse et aussi toute la chair, une chair très abondante. Et tout ça se conserve très bien. Donc en fait, on a su qu'elle tombait pile sur le tracé du commerce des peaux de loutre et de la chasse à la loutre. Et en fait, c'est là que c'était une pause sur laquelle on pouvait donc tuer l'animal, la prendre pour la graisse et la chair, mais on ne se posait pas la question, on l'abandonnait, c'était pas très intéressant. Sinon, c'était vraiment juste pour se ravitailler. Donc il n'y avait pas du tout une espèce de... En tout cas, il n'y avait pas de connaissance de l'idée qu'ils braconnaient à outrance. Après, on a su aussi qu'il y avait des abus. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, comme c'était un animal facile à tuer, qu'il y a eu beaucoup de dérives autour de ça. Parce que la placidité, c'est comme sur la même île, sur l'île de Bering, il y a aussi le cormoran géant. Il y a un cormoran géant qui, pareil, est très facile à braconner parce qu'il est très lent. En fait, tous les animaux lents se sont fait braconner, enfin, se sont fait extrêmement attaquer par l'homme, mais même pas pour les manger. C'est un peu par... Donc, je sais que j'ai pu lire des choses là-dessus, de sources scientifiques, mais c'est des dommages collatéraux d'un commerce extrêmement lucratif qui fait commerce des loutres, de tout ça. Et donc, je ne crois pas qu'ils aient conscience, en tout cas, je n'ai rien lu sur le fait qu'ils aient conscience de braconner vraiment un animal. Un peu comme pour le dernier des manchots, enfin, les manchots, les grands manchots, c'est pareil. Les animaux, enfin, les hommes ont tué de façon terrible, plein d'œufs comme ça, des manchots, sans penser que c'était les derniers œufs. Donc il y a en tout cas une méconnaissance de ça. Et ensuite, pour terminer, non, je crois que j'ai répondu. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. La vache de mer a-t-elle des prédateurs naturels? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que non, mais je ne sais pas. Je crois que si, elle doit avoir les prédateurs, les rorquals ou ce genre de choses, mais je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne sais pas. Mais c'est une bonne question. Je vais me renseigner parce qu'il y a aussi un autre livre très intéressant qui a été écrit aussi sur la vache de mer qui s'appelle À la recherche du vivant, que je n'ai pas voulu lire
tout le temps de l'écriture, ni tout le temps de la promotion. Mais là, comme je suis sur la fin, je finis de parler du texte, mais après je veux le lire justement parce que je veux voir, peut-être qu'il y aura cette information-là dans ce texte, par exemple. Oui, bonsoir. Je voulais savoir de quelle façon, comment vous avez procédé pour construire la psychologie de Steiner et à partir d'archives, et également comment ça a pu résonner aussi avec finalement le personnage de votre grand-père. Comment, la deuxième question? Oui, pardon. comment finalement ça a pu peut-être résonner Ah, avec le personnage. Alors, pour ce qui est des archives, je suis surtout, pour la psychologie de Steller, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une biographie de Steller en anglais qui se trouve à la bibliothèque de recherche du Muséum d'histoire naturelle. Il y a toute une biographie sur lui. Et moi, je suis allée chercher, parce qu'en fait, je me posais la question, mais de façon très romanesque, je me demandais, j'essayais d'essayer de comprendre, pas d'essayer de comprendre, en tout cas d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui faisait que ce personnage de Steller, déjà, qui est fils d'un chantre luthérien d'Allemagne, comment se retrouve-t-il à vouloir partir si loin des siens, entre guillemets, et devenir un aventurier, un naturaliste qui va vraiment aller jusqu'au bout du monde. Je voulais savoir un peu quelle était. Et comme je lisais dans ses textes, la façon dans son rapport à l'animal, je lisais quelque chose de très troublé, j'essayais de voir quel était un peu son rapport, quelle enfance il avait eu, quels événements dans sa vie d'enfant ou dans ses relations avec ses parents, il pouvait y avoir des éléments sur lesquels je pouvais broder pour expliquer ce rapport à cet animal. Et pas seulement avec ses parents, mais je voulais aussi, par exemple, une femme, je voulais trouver une relation amoureuse, je voulais essayer de dresser un portrait et m'attacher à des détails biographiques de sa vie pour les extrapoler en roman, ce qui n'est pas du tout mon interprétation du personnage, est une interprétation du personnage. Mais par contre, j'ai trouvé des points biographiques où, par exemple, c'est un enfant de ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Alors ça, c'est anachronique de dire ça. C'est aujourd'hui on appelle des enfants de remplacement. Mais j'ai vu qu'effectivement, il a un aîné, il a un frère aîné qui est mort, un bébé, dont il a exactement le même nom. Et lui, il est né 1 an après, et il porte le même nom que son frère. Ce petit détail-là, je m'en suis servi pour expliquer une mère qui sûrement était très prise dans ce deuil d'un enfant mort. Et lui, je parle du moment où il découvre la lecture, il apprend à lire sur la tombe, il voit son nom sur la tombe et il comprend que sa mère s'exile toujours dans la tombe, dans le cimetière. Auprès de la tombe de cet aîné mort-né, enfin pas mort-né, il est né, mais il est mort peu de temps après. Et donc j'en fais un portrait de mère totalement absente, mais bon, ça c'est moi et mon imagination, mais qui vient prendre un détail biographique, ou un autre où il a eu une femme qui était la compagne d'un précédent explorateur, Messerschmitt, qui a vraiment existé, et lui s'est marié avec elle. Il les a accompagnés dans la fin de vie de Messerschmitt, elle et lui, et ils ont eu une relation à la mort de Messerschmitt, et c'est devenu sa femme. Là, j'ai brodé aussi autour de cet amour. Elle ne l'a pas accompagné dans la mission. Elle a décidé de rester parce qu'elle ne voulait pas refaire un naufrage. Et donc après, moi, j'ai brodé sur la question de l'amour, c'est la possibilité d'un naufrage. Et donc, il en est extrêmement malheureux de cet amour qui n'a pas pu l'accompagner dans cette nouvelle expédition. Et donc, une certaine déception au niveau d'un amour naissant qui est vite mort-né aussi. Et donc, un rapport au corps, à l'autre, à la sensualité, un peu biaisé, ce qui explique que avec les vaches de mer, il éprouve tout ce qu'il éprouve, il sensualise la vache de mer. Donc ça, c'est moi qui ai complètement ensuite inventé à l'aide de petits détails que je suis allée chercher dans sa biographie pour construire une espèce de psyché que j'ai ensuite complètement
qui pouvait justifier pour moi cette énorme, cette écriture de la sensualité de l'animal. Voilà. Et après, la deuxième question, par rapport au grand-père, c'est quoi précisément la question? Comment j'ai tissé les liens? Oui, en fait, il y a deux figures masculines importantes dans votre Oui, livre. oui, Donc voilà, vrai. je me demande, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un lien? écho, Alors, oui, il y a des liens que j'ai faits qui sont ce rapport à la famille de substitution. C'est-à-dire que, comme Steller, il a un rapport avec l'animal qui est presque un rapport humain. Et le rapport à la famille, ce n'est pas la famille de sang, de là où il vient, sa famille, mais c'est une famille qui va s'inventer. Et parce que il y a une métaphore qui parcourt tout le livre, c'est aussi la métaphore de l'île comme une possibilité de réinvention de soi. Et donc, et ça, oui, le grand-père, pour moi, c'était la même chose. Il a trouvé une famille de substitution, là où il a été abandonné par sa famille. Enfin, il s'est senti abandonné, hein. Tout enfant caché se sent abandonné. Donc, il s'est senti abandonné. Il ne l'a jamais formulé comme ça, c'est moi qui formule ça. Mais, et voilà, et de vivre une famille de substitution, c'est-à-dire qu'il y a les fermiers sont une famille de substitution, les vaches, les animaux sont des familles de substitution et auxquelles il va trouver un réconfort auprès de cet animal, qui est des figures maternelles. Hein, les vaches, en tout cas par son opulence, par l'assurance d'être nourri. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, je faisais effectivement le parallèle avec un Steller qui, auprès de la vache de mer, est assuré d'être nourri. Pas de la même façon, bien sûr, mais en tout cas, des figures comme ça. Donc, il y avait pour moi des parallèles très forts et aussi de grands d'isolement. À la fois d'être un enfant caché, ça équivaut à être aussi sur une île de l'isolement, très loin des siens, et enfant caché, ne pas devoir dire d'où on vient, c'est-à-dire la judéité, cacher une partie de soi, comme aussi les vaches de mer sont cachées à un endroit à l'abri des hommes. Il y avait aussi cette idée d'être caché des hommes, de la prédation humaine, des hommes. Donc il y avait des parallèles que je tissais. J'en ai d'autres aussi, mais c'est les premiers qui me viennent. Mais Oui, alors déjà, le rorqual n'est très probablement pas un prédateur parce que ça mange plutôt que du plancton, rorqual. Mais l'orque était sacrément suspecté. Mais je crois qu'il y avait peu d'observations faites en 27 ans, donc on n'est pas sûr des prédateurs naturels. Mais l'orque était en top liste. Je me demandais, Steller, combien de temps ils se sont échoués sur l'île, mais ils sont restés combien de temps et comment ils en sont sortis? Est-ce qu'il est retourné sur l'île après? Comment... Alors, pardon, je vais demander à quelqu'un de plus près de me répéter la question, juste pas trop comme je lis sur les lèvres aussi. Mais... Pardon. Combien de temps ils sont restés sur l'île, Steller, et comment est-ce qu'ils en sont sortis? Ah oui. Alors, ils sont restés 1 an sur l'île. Et d'ailleurs, il y a un journal qui fait partie des sources sur lesquelles je me suis appuyée pour écrire. Il a écrit un journal, Journal of a Voyage with Bewing, de 1741 à 1742. D'ailleurs, ça c'est un autre lien aussi que je trouve très intéressant. C'est que 1741-1742 rapporté au XXe siècle, bon, ça donne aussi des années cruciales. Mais donc, ils sont restés 1 an sur cette île et le journal explore bien comment ils y sont arrivés et comment ils s'en sont sortis. Et donc, ils s'en sont sortis en fait, c'est fou, c'est vraiment tous les ingrédients du roman d'aventure. C'est-à-dire qu'ils vont reconstruire le bateau qui a été accidenté. Donc, ils vont reconstruire le bateau, mais dans un format plus petit. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. C'est en se nourrissant de la vache de mer. Il y a aussi des plantes que Steller a repérées, qui sont des plantes qui permettent de guérir de la diarrhée, momentanément, mais en tout cas, il connaît les plantes et aussi des plantes
qui permettent de donner de la vitamine. Donc, par les plantes, par la vache de mer, la graisse de la vache de mer et la viande de la vache de mer. Et ils vont reconstruire. Donc, ça leur permet de. Il y a beaucoup de morts, hein, mais en tout cas, l'équipage est de nouveau en fort pour reconstruire un bateau. Et donc, mais à un plus petit bateau. Voilà. Et donc, ils reconstruisent le bateau. Et c'est comme ça qu'ils repartent de l'île. Et est-ce que Steller a, dans ses écrits, compté le nombre de vaches de mer qu'ils ont tuées dans cette période? Le nombre? Est-ce que Steller a compté le nombre de vaches de mer qu'il a tuées? Alors, non, par contre, il y a des choses assez terribles que j'ai pu lire au Muséum d'histoire naturelle en faisant des recherches. Il y a vraiment des catalogues de nombre de vaches de mer tuées par certains explorateurs, parce qu'ils disent qu'ils passent par là, ils précisent, en fait c'est vraiment les journaux, parce qu'ils doivent tout cataloguer, les journaux de bord, voilà, les animaux, combien de loutres, des vaches de mer, et ils notent le nombre de vaches de mer tuées. Mais par contre, dans les carnets, dans le journal de bord de Steller, ils ne le précisent pas. Ils ne précisent pas le nombre de vaches de mer tuées. Et dernière question, est-ce qu'il est retourné sur l'île après? Est-ce qu'il est retourné, Steller? Non, il n'est pas retourné, parce que Steller, il a eu une fin de vie assez tragique. C'est-à-dire qu'après après avoir donc quitté l'île, il est parti, il s'est complètement, il n'a jamais voulu rentrer. Il a voulu continuer d'explorer, continuer de cataloguer. Donc il a continué un peu tout seul. Et il s'est fait surtout des amis avec des autochtones de la région. Les autochtones de la région, eux, tuaient aussi des vaches de mer, de façon beaucoup moins importante, pour la peau, pour faire des embarcations légères. Et donc lui, il s'est fait, parce qu'il voulait étudier certaines langues aussi, donc il s'est fait, donc il est resté là. Mais il y a eu toute une histoire un peu nébuleuse où en fait il est accusé par le royaume de Russie, l'empire de Russie, d'avoir des liens avec des ouvriers autochtones et de les aider financièrement. Et ça ne plaît pas du tout à la couronne. Donc ils veulent saccager son travail. Et donc ils l'ont saccagé. Enfin, ils l'ont vraiment ils lui ont accolé un procès. Et là, avec l'idée du procès, il a commencé à beaucoup boire et à se ruiner. Et donc là, jusqu'à ce qu'on le ramène de force pour le procès. Et là, sur un chien de traîneau, enfin sur la route qui le conduisait au procès, je crois à Saint-Pétersbourg, mais je ne suis pas sûre que ce soit à Saint-Pétersbourg, il est mort de fièvre, très jeune. Voilà. Donc en fait, il n'a même pas, lui, eu le temps vraiment de savoir que les vaches de mer étaient complètement exterminées. Donc il a une fin de vie, oui, vraiment tragique. Merci beaucoup pour votre échange qui donne plein de questions. J'en avais une sur la transmission, parce que le lien que je vois entre les deux récits, et j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet, c'est un rapport à la transmission. Est-ce qu'on fait des blessures des personnes qui sont au-dessus de nous? Par exemple, on voit que cet homme a probablement eu peut-être que je tire trop de traits, mais sur un problème avec son père, il veut vraiment le rendre fier ou aller à fond dans ce qu'il faisait précédemment. Et vous, de l'autre côté, dans l'autre récit, vous avez fait de la création, en fait, de finalement un héritage qui venait de votre grand-père. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des blessures qui sont au-dessus, comment on les transforme, voilà. Est-ce que vous aviez pensé à ça est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus? Bien, il y a un moment donné où c'est ce que je dis dans la deuxième partie, j'imaginais un peu dans cette espèce de moi. On ne sait pas pourquoi je suis malentendante, je suis née comme ça.
mais parfois, on s'invente des mythologies personnelles. Et moi, j'avais vraiment le sentiment que, pendant longtemps, j'étais habitée par l'idée que, vu que c'était une histoire indicible, qui n'était pas dite, bon, c'est très lacanien, hein, mais bon, en même temps, j'y croyais vraiment à un moment de cette idée-là, que je puisse être le réceptacle, enfin qu'en tout cas, cette anomalie-là était le réceptacle de quelque chose, de cette histoire-là, et du fait qu'on ne veuille pas transmettre cette histoire, on ne veut pas en parler, que c'est quelque chose qui ne se dit pas, qui ne veut pas se dire, mais que moi, je veux l'entendre. Donc, une espèce de grand paradoxe. Et donc, je l'avais un peu interrogé sous cet angle-là. Et puis, c'était aussi tout le rapport au secret que j'avais aussi envie d'explorer, parce que les vaches de mer, dans cette idée elles sont planquées, on ne sait pas qu'elles sont là, et c'est ce qui leur permet la survie. Et le secret, qu'il existe, il faut qu'il ne soit pas dit aussi, il faut qu'on ne sache pas, c'est le principe du secret, c'est de ne pas être révélé. Et donc il y avait aussi tout cet imaginaire du secret qui m'habitait. Voilà, donc des mythologies personnelles autour des choses qui ne s'expliquent pas, et puis j'avais envie de l'explorer au niveau littéraire, et puis de façon plus générale, il y avait aussi l'idée de rendre hommage aussi, parce que c'est de ces bandes-là, de sa voix, parce que dans la deuxième partie, c'est vraiment la voix de mon grand-père, c'est-à-dire que je lui fais vivre quelque chose qui n'est pas tout à fait la réalité, mais je transforme ces derniers jours en EHPAD comme s'il me disait ces bandes. Mais c'est pas du tout, il ne s'est pas du tout passé cette scène dans l'EHPAD où il me raconte cette histoire, où il me parle de ses vaches. C'est ce qui est dans les bandes, parce que je les ai fait transcrire, ces bandes. Tout n'est pas là, mais il y a quelques détails il y a quelques passages qui sont restés de ce que j'ai enregistré. Et donc j'ai fait un petit pied de nez littéraire où je fais entendre sa voix directement. C'est directement lui qui parle dans cette scène qui n'a pas eu lieu vraiment. Enfin, en tout cas, il ne m'a pas dit ça à ce moment-là sur ce banc dans l'EHPAD. C'était 20 ans plus tôt, c'était 20 ans peut-être pas, mais en tout cas 15 ans plus tôt. Donc c'était aussi que sa voix soit là. Voilà. Et donc et sa voix et son histoire, mais une bribe seulement. Une bribe. Donc oui, c'est pour la transmission. C'était ça, alors qu'il ne pensait pas que ça apparaîtrait quelque part, ce qui a été dit, enregistré. Moi, je voulais juste parler de la langue, de la manière dont vous écrivez, qui est quand même très singulière, très riche, presque un petit peu hypnotique, où on ne sait plus très bien à un moment où on est, on se laisse plonger dans une sensation, plonger dans un mot qui ouvre à autre chose. Et ça, c'est une expérience de lecture très agréable. Donc, ce n'est pas juste le sujet qui est très fort. Le sujet du livre est très fort, mais vous ne le traitez pas juste, entre guillemets, de manière... ça pourrait être scientifique ou historique. Mais là, il y a quelque chose de très incarné et de très... avec toute cette expérience d'être humain, effectivement, qui côtoie le trouble, qui côtoie le doute, la confusion, le passé, enfin tout se mêle et de manière très maîtrisée, et c'est vraiment un plaisir à lire. Donc j'ai pas une question, s'il y en avait une, ce serait peut-être comment vous travaillez cette matière à la fois peut-être expérientielle et puis d'écriture, comment vous le traduisez dans l'écriture? Merci beaucoup. Je travaille beaucoup avec la sensation. C'est vrai que c'est vraiment la matière première de l'écriture. C'était pareil pour Les Méduses n'ont pas d'oreilles. C'est toujours la sensation que je convoque pour tenter d'entrer dans une scène, d'entrer dans une scène, parce que c'est souvent, j'ai des scènes,
mais pour y entrer, c'est vraiment la matière même de la sensation qui façonne l'écriture, qui est vraiment, et toutes les sensations. C'est-à-dire que c'est à la fois le toucher, l'odorat, et le son aussi, le son et les couleurs. Enfin, c'est vraiment, je travaille vraiment à partir de toutes les sensations. Et c'est un peu essayer aussi de pousser le curseur de la sensation pour essayer d'effectivement faire des plongées dans les sensations, et que les scènes soient en fait des plongées, des successions de plongées de sensations. Et c'est comme ça qu'elles se construisent, les scènes et l'écriture. Après, moi, je suis une grande fan de Giono. Et Giono, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment le paysage est complètement synesthésique en permanence. Et c'est vraiment ce que je viens aussi chercher Et puis c'est reconvoquer aussi des choses que j'ai l'impression parfois qui m'échappent moi-même. Les sons, j'ai besoin, enfin, je les entends pas très bien, mais c'est une manière aussi de dépasser ce qui m'absente moi-même. Enfin, je travaille un peu par les choses auxquelles j'ai pas accès, et par l'écriture, justement, c'est un moyen d'essayer d'y arriver, de ressentir plus fort quelque chose. Donc c'est un petit peu ma quête, en quelque sorte, que je vais matérialiser dans l'écriture. Bonjour. En fait, dans le prolongement de ce que vient de dire Anne, c'est vrai que dans cet aspect un peu hypnotique de la langue, moi, il y a cette image des vaches de mer dans l'eau, immergées, cette espèce de mouvement qui me revenait tout le temps en pleine face. Et je me suis demandé même à un moment, parce que, en fait, une écriture peut partir d'une vision ou un récit. Et cette vision, je trouve qu'elle est assez hypnotique. Et je l'assimile un peu à un processus créatif aussi, parce que ça peut partir d'une vision. Et je voulais savoir, je relis ça à l'idée de l'image qui se forme aussi. Et je voulais savoir si, une fois que vous avez fixé tout ce perdu-là, est-ce qu'il y a une nouvelle image qui est en train de se former? Quand j'ai fixé une image, est-ce qu'il y en a une nouvelle? Alors là, pour moi, il y a une forme de double perdu qui a été fixée dans l'histoire, dans les deux histoires, en fait, dans l'histoire de l'animal, l'histoire de votre passé familial. Est-ce que là, il y a une nouvelle image qui serait en train de se former? Ah oui, pour la suite. Alors, pour le moment, je travaille à un livre jeunesse, là. Donc c'est une toute autre façon de travailler les choses. Parce que du coup, c'est une toute autre langue. Enfin, je cherche aussi à me déplacer aussi moi-même. Donc je cherche une autre façon de voir, une autre façon d'écrire, très différente. Donc là, mais c'est la même chose, c'est très visuel. Là, je travaille effectivement les visions. Et là, je travaille effectivement à partir de la vision là, sur le texte de jeunesse que je suis en train d'écrire. C'est vraiment en fait un enfant qui voit arriver l'arrivée d'un bébé, donc son petit frère, c'est une sœur, une fille, la narratrice, va arriver. Et en fait, elle ne peut pas considérer que ce soit un être humain, enfin que ce soit un frère, cette chose, ce ver qui arrive dans cette famille, qui transforme les parents. Les parents elle ne les reconnaît plus, les parents, et donc là, il y a une espèce d'explosion des repères à partir de cette vision de ce ver joufflu qui arrive, et où les parents ont des comportements inappropriés, selon la narratrice, parce qu'ils disent mais ils lui sentent l'entrejambe, les parents sentent l'entrejambe du bébé, ça le scandalise, il dit mais ils ont des comportements qu'ils n'avaient pas avant, les parents. Et bon, bah, ça part j'essaie de prendre le contre-pied de... Mais donc là c'est pas
Donc la vision, voilà, c'était la vision. Il est choqué par des visions que... Je n'ai pas du tout répondu à la question, je crois, mais en tout cas... c'est des visions qui appellent des textes, c'est vrai. Bon, je crois qu'on peut vous applaudir très fort. Un immense merci Adèle. Merci beaucoup. Votre attention. Un très très grand merci. Je voudrais juste vous dire 2-3 mots, mais ça va prendre 3 minutes. Oui, pardon. Il faut que je remonte ça. Hop. Je voulais juste vous dire que, alors première chose, donc vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, vous inscrire aux 2 prochaines rencontres littéraires de réseau. Donc le 20 mai, on reçoit l'écrivaine Ryoko Sekiguchi, qui vient de faire paraître un très très beau texte qui s'appelle Venise 1000 fleurs. C'est une découverte de Venise par les fleurs et par les odeurs. Et donc c'est vraiment un texte magnifique, c'est une déambulation dans la ville de Venise. Et donc c'est une écrivaine qui travaille beaucoup sur la sensorialité. Donc on va essayer de faire des ponts entre la méditation et la littérature à partir de cette attention à la sensorialité. Donc ça c'est le 20 mai. Et le 3 juin, je suis très très heureux de recevoir l'écrivain Atik Raimi, qui est un très très grand écrivain franco-afghan qui a obtenu l'asile politique en France après avoir fui l'Afghanistan et l'invasion soviétique, et donc qui travaille beaucoup dans son œuvre toutes les questions liées à l'exil, au déracinement, à l'abandon des origines. C'est vraiment un très très grand écrivain et qui vient de faire paraître un très beau texte qui s'appelle Kabuliwala c'est moi. Donc ça c'est la première chose. 3 juin, vous pouvez vous inscrire sur le site de réseau, tout est accessible. La deuxième chose, c'est que je profite de la présence de Nathalie Sauer, qui est ici présente, pour vous inviter à découvrir l'application de rencontres par les livres qui s'appelle Marcel. Donc Nathalie a fondé cette magnifique application. Donc c'est très simple, vous pouvez aller sur un store, vous téléchargez l'application, vous rentrez un profil à partir de vos affinités littéraires et vous pouvez faire des rencontres avec d'autres personnes qui lisent les mêmes livres que vous, ou des livres avec des affinités communes dans le cadre d'un book club. Et donc si ça vous intéresse, demain à 10h au Café Les Éditeurs, puisque nous organisons également des rencontres littéraires, nous recevons l'écrivain Pierre Aski et il y aura une présentation un peu plus détaillée de l'application. Donc si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à venir demain à 10h au Café Les Éditeurs. Moi je serai présent. Et on aura une très belle discussion avec donc, Pierre Aski, qui est journaliste, essayiste et qui vient de faire paraître un très bel essai qui s'appelle La fin d'un monde. Et la troisième chose, c'est que je profite de la présence de Ludovine Souliard pour vous dire que Ludovine a créé une très belle agence de rencontres littéraires et culturelles qui s'appelle Des Liens. Et donc Des Liens, c'est vraiment des rencontres culturelles en petit comité dans des très beaux lieux, des galeries, notamment une galerie qui s'appelle The Curator, située au 20 rue Meslay, dans le 3e arrondissement. Et donc l'enjeu, c'est de rendre, un peu comme dans le réseau, la culture un peu moins intimidante, un peu plus accessible. Donc vous avez des conférences tous les mois, je vous invite à regarder le site de Des Liens. Mais voilà, je dis juste que la prochaine conférence donc, aura lieu le 5 mai, ça fait beaucoup de dates, je suis désolé, mais le thème, ça va être « Qu'est-ce qui fait sens ?» donc avec un journaliste et essayiste qui s'appelle Younes Bounessa. Voilà, est-ce qu'on peut échapper à cette question? Pourquoi est-ce qu'on veut que nos vies aient du sens? Et donc voilà, si ça vous intéresse, je suis sûr que Nathalie et Ludovine pourront répondre à toutes vos questions autour du petit verre qu'on va maintenant déguster. Et Adèle, si vous êtes d'accord, il y aura une petite séance de dédicace. Et vous pouvez enfin vous procurer l'ouvrage d'Adèle grâce à la librairie de notre partenaire Almora. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci.